ce rêve que les chercheurs de la NASA ont lancé dans les années 80 le programme du télescope Hubble. Un rêve qui devint rapidement un cauchemar. Les astronomes durent se rendre à l'évidence, cette montagne de technologies lancée dans l'espace n'envoyait que des clichés flous et de mauvaise qualité. La plus fabuleuse et la plus étonnante des opérations de dépannage fut alors organisée. Elle devait avoir lieu à 600 km de la planète Terre. Science 3 vous offre ce soir d'en vivre les étapes les plus incroyables. Au sommet des montagnes du monde entier, les télescopes ouvrent une porte vers le ciel nocturne. Chaque soir, ils recueillent et concentrent les moindres rayons de lumière émis par des objets lointains. Une lumière qui a voyagé pendant des millions d'années et parcouru des milliards de kilomètres. En capturant la lumière des étoiles, nous pouvons explorer et connaître des lieux inaccessibles. Depuis l'invention du télescope, la quête pour découvrir ce qui se cache dans le ciel a inspiré les astronomes et enflammé l'imagination du public. (6,000 feet up with Mount Wilson Observatory below, the scientific eye of America. To this mecca of stargazers flock astronomers from all nations. Here we are behind the scenes. Dans les années 1920, un nommé Edwin Hubble fit une découverte qui allait changer le cours de l'astronomie au XXe siècle. Il fut le premier à voir que l'univers ne se limitait pas à notre Voie lactée. Au-delà, il y avait des nuages de lumière qui laissaient supposer l'existence de milliers d'autres galaxies à explorer. Mais quelle que soit la qualité de leur télescope, il y avait un obstacle que Hubble et ses successeurs ne pouvaient surmonter, l'atmosphère terrestre. La lumière voyage à travers le vide sidéral sans aucune altération pendant des milliards et des milliards d'années. Et à la dernière nanoseconde, quand elle heurte l'atmosphère terrestre, cette résolution parfaite, ainsi qu'une partie des longueurs d'onde et de l'énergie, sont brouillées. Ce qu'on voit du sol, c'est comme si on regardait les étoiles ou qu'on observait les oiseaux depuis le fond d'un étang. Dans les années 1970, la NASA mit sur pied un projet ambitieux. Il s'agissait d'envoyer un puissant télescope dans l'espace, au-dessus de l'atmosphère. La compagnie Perkin-Elmer fut chargée de fabriquer le cœur du télescope, son miroir. D'un diamètre de 2,40 m, son rôle est de recueillir la lumière des étoiles comme un œil géant. Pendant près de 3 ans, on lui appliqua des abrasifs doux, tandis qu'un tampon polissait lentement 100 kg de verre. Quand ce fut fait, ce miroir ne présentait aucune irrégularité de plus d'un 200 millième de millimètre. Dans son ordre de grandeur, c'était la surface la plus lisse du monde. En 1984, quand les éléments du télescope arrivèrent chez Lockheed pour l'assemblage final, le projet avait déjà coûté un demi-milliard de dollars et 50 millions d'heures de travail. Même pour les ingénieurs de la NASA, le projet était gigantesque. D'un simple point de vue physique, le télescope est énorme. La première fois que je suis allé chez Lockheed, après avoir placé l'écran protecteur à l'avant, tandis que le télescope se trouvait à l'assemblage, j'ai levé les yeux et je me suis dit, c'est vraiment énorme. On ne se rend compte de sa taille que si on se tient juste en dessous. Il fait presque 5 étages de haut. C'est un peu comme si on lançait un petit immeuble dans l'espace. La première chose qui frappe, c'est sa taille. Alors, le maîtriser, le tester, l'assembler, tout était gigantesque. Et surtout le budget. Mais à la suite de la catastrophe de Challenger, le télescope allait passer des années dans une chambre stérile pour 7 millions de dollars par mois.
Finalement, en 1990, après plusieurs dizaines d'années d'élaboration, la NASA était prête à lancer le télescope. 3, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope. On fondait de grands espoirs sur cet engin miraculeux. Grâce à lui, les astronomes espéraient voir 10 fois plus précisément qu'avant et pouvoir ainsi percer les secrets de l'univers. Mais 2 mois plus tard, les astronomes qui travaillaient à décoder les premières images venues de l'espace en vinrent à une conclusion brutale. C'était à ne pas y croire, mais les images du télescope étaient floues. Et ce brouillage était dû à un défaut de courbure du miroir. Comme un œil myope, il était trop plat. Il s'en fallait de moins que l'épaisseur d'un cheveu humain, mais ça suffisait à gâcher les images. J'ai reçu un coup de fil de je ne sais plus qui m'a appelé, mais ça venait de Goddard. C'était certainement des concepteurs du projet. Il m'a dit, il faut que tu viennes, on a un gros problème, on ne sait pas le résoudre et on va être obligé de le dire. Les huiles de la NASA avaient ce jour-là beaucoup de mal à trouver leurs mots. The conclusion we've come to from that is that there's a significant spherical aberration appears to be present in the optics, in the optical telescope system optics. À la vue des premières photos, les journalistes n'en croyaient pas leurs yeux. What might have made this happen? What are the possible things that could have happened to make this mirror not look like? L'indignation augmentait à mesure que le coût de l'erreur devenait public. Une enquête révéla qu'on n'avait pas pris en compte des informations suggérant qu'il pourrait y avoir un problème et que le test optique destiné à vérifier le miroir n'avait pas été préparé correctement. La NASA et Perkin-Elmer parlèrent pour se disculper de problèmes de coût et de délai. Le rapport de l'inspecteur général fait état d'un climat particulier sur ce programme vers 1980-81, au moment où on polissait le miroir. Les gens qui travaillaient là-dessus avaient très peur qu'on annule tout. Les pressions budgétaires étaient énormes, les délais très courts. On sentait que si on ne trouvait pas de bonnes solutions aux problèmes, le programme entier pourrait être annulé. Les dessinateurs de presse s'en donnèrent à cœur joie. Les scientifiques qui avaient mis leur carrière en jeu dans cette entreprise étaient anéantis. C'était assez terrible. On ne savait pas ce que l'avenir nous réservait. On n'avait aucune garantie. En fait, on n'avait aucune idée de la façon de le réparer. Hubble avait été évidemment conçu pour être entretenu. Mais quand un problème aussi essentiel se déclare, le miroir principal qui lâche, comment est-ce qu'on répare? 3 mois plus tard, les ingénieurs de haut niveau réunis à l'Agence spatiale européenne en Allemagne n'avaient toujours pas trouvé de solution. D'une manière ou d'une autre, ils allaient devoir placer des lentilles de correction dans le télescope pour refaire le point. Mais c'était très difficile. Le problème était d'accéder au centre du télescope. Les astronautes ne pouvaient pas. C'était vraiment en plein milieu, au cœur du télescope, à un endroit qui était bourré d'appareils. Envoyer un astronaute à l'intérieur pour y mettre quelque chose était assez peu envisageable. À court d'idées, c'est d'une manière inattendue que Jim Crocker trouva l'inspiration. En Allemagne, les fixations de douche sont très particulières. Elles coulissent sur une tige et le pommeau peut être orienté suivant n'importe quel angle. Et au moment où je le remontais, en le tournant, ça a fait tilt. Le même genre de système pouvait servir à insérer des lentilles à l'intérieur du télescope. Il remplacerait l'instrument le moins important par une boîte de la même taille, du nom de Costar, qui contiendrait les lentilles de correction.
Comme un pommeau de douche orientable, les lentilles viendraient se placer sur le trajet de la lumière. Avec une correction adéquate, le point serait refait avant que la lumière atteigne les autres instruments et les caméras embarquées. Mais tandis que les ingénieurs s'attelaient à la construction de costards, les problèmes du télescope s'aggravèrent. Il tremblait. Il était donc impossible de viser une étoile et de garder la pose. Cela était dû au tremblement des panneaux solaires qui fournissaient l'énergie au télescope. Les brusques changements de température dilataient et contractaient leur support. D'autres défauts se faisant jour, le télescope devint le symbole de tout ce qui n'allait pas à la NASA. On décida donc d'organiser une ambitieuse mission de réparation. Il y avait déjà une assez forte pression pour que Hubble soit réparé. Mais les médias ont commencé en plus à écrire que l'avenir de l'agence dépendait de cette mission, que l'avenir des stations spatiales dépendait aussi de cette mission. S'ils ne savent pas réparer Hubble, comment est-ce qu'ils pourraient construire une station spatiale? Tout d'un coup, on nous mettait sur le dos l'avenir de l'agence, avec celui des 25 000 employés, plus celui des 180 000 sous-traitants. Dire qu'on était sous pression, c'est peu dire. L'entraînement pour la mission impossible commença. Un télescope de 2 milliards de dollars et plusieurs dizaines d'années d'espoir et de rêve étaient en jeu. 7 astronautes furent désignés pour accomplir la tâche. Parmi eux, Story Musgrave, qui allait diriger les sorties dans l'espace. Aujourd'hui, l'équipe essaye d'imaginer comment un astronaute placé au bout d'un bras robotisé va pouvoir effectuer dans l'espace les délicates réparations nécessaires. L'une des principales difficultés, c'est l'absence quasi totale de gravité dans l'espace. Les objets, y compris les astronautes, ne pèsent presque rien. Au cours des sorties dans l'espace, l'un des astronautes sera toujours attaché par les pieds à un bras long de 18 mètres, dirigé depuis l'intérieur de la navette par Claude Nicollier de l'Agence spatiale européenne. Pour manier ce qui ressemble à un bras élévateur, il faudra tenir compte de l'apesanteur et être capable de le manœuvrer au centimètre près. Tout le monde était passionné par cette mission. Tout le monde nous soutenait. Il fallait que ça marche. Moi, je leur disais, je ne sais pas si on va réussir. On fait tout notre possible, on s'attaque à chaque détail, on fait tout ce qu'on peut, mais de là à savoir si on va réussir. C'est une intrigue. Il va y avoir un dénouement, mais il faut attendre la fin pour savoir. L'astronaute Tom Akers est pilote de l'Air Force. Pour les sorties dans l'espace, il fera équipe avec Cathy Thornton, chercheuse en physique nucléaire, qui a déjà 2 missions spatiales à son actif. Vu l'importance des enjeux, les astronautes travaillaient comme dans un aquarium. Chaque séance d'entraînement était analysée par une armée d'experts. On préparait et on s'entraînait sans arrêt. Les astronautes ont passé 400 heures dans les piscines du centre spatial Johnson et Marshall. Et l'équipe de direction est aussi allée à Johnson pour les simulations. Il y avait une autre petite équipe, qu'on appelait l'équipe des problèmes, dont le seul travail était de soulever tous les problèmes imaginables, qu'on aurait pu oublier, et de nous les soumettre. On devait travailler dessus en équipe, résoudre le problème et dire aux astronautes comment l'aborder. La tension était telle qu'on aurait cru être déjà en orbite. Pour simuler l'environnement spatial, les astronautes travaillent sous l'eau avec une maquette du télescope. Cathy s'entraîne à se tenir sur le bras, tandis que Musgrave essaye d'imaginer le déroulement des sorties dans l'espace. Grâce à la portance de l'eau, Cathy peut expérimenter la sensation qu'elle aura lorsqu'elle sortira l'appareil de 300 kg qui sera remplacé par Costard.
Down, Claude, thank you. Hey, wait a second here, Tom. You can't push any. I can't push or pull. Okay, hold on a second. Chaque séance peut permettre de révéler un détail infime mais primordial qui risquerait de faire échouer la mission. Up, Claude. Stop. À un moment, Cathy est Got bloquée. a strap hanging there. That might be real world. Where's it hanging from? Who knows? Bring me up a little more, Biz, in the way. Hey, bring me up, Claude. Finalement, il trouve la meilleure façon de sortir l'appareil du télescope. Mais cette simulation présente un inconvénient. La piscine, c'est trompeur. D'abord, il y a la viscosité de l'eau qui rend les mouvements plus difficiles, alors on y va un peu plus fort. Et si on fait ça dans l'espace, le mouvement est plus ample. Et dans l'eau, quand on pousse pour avancer, on est orienté vers l'avant. Alors que dans l'espace, quand on bouge, il faut faire attention à sa position, mais aussi à ses gestes, sinon on tourne. Si l'on veut s'arrêter, les mains vont s'arrêter, et le corps va continuer à se déplacer suivant un arc autour des mains. Un nouveau type de simulation, pour donner à l'équipe la sensation d'absence d'atmosphère. Jeff Hoffman, astronome et astronaute, apprend à ne pas appuyer trop fort sur les objets. Hoffman est suspendu au-dessus de ce qu'on appelle un plancher soufflant, à travers lequel de l'air est projeté à une telle pression que les objets flottent et se mettent à bouger au moindre contact. Mais même après des milliers d'heures d'entraînement, personne n'était détendu quand la mission approcha. Je ne crois pas que ce soit mauvais d'avoir peur. C'est un peu comme un athlète qui va aux Jeux Olympiques, comme le départ du 100 mètres juste avant le coup de pistolet, qui n'a pas peur. On travaille quelque chose pendant des années, des milliers d'heures, et on n'a droit qu'à une seule chance. On peut l'avoir fait 100 fois, c'est celle-là qui compte. Commander Covey, waving to members of the media who are present. Other members of the crew waving as well, giving signs of good cheer and showing that they're ready to fly. À 1h du matin, le 2 décembre, on conduit les astronautes sur l'aire de lancement. Tandis que débute la mission qui doit sauver ce télescope de 2 milliards de dollars et la réputation de la NASA, l'anxiété règne dans la salle de contrôle. Les astronautes Susan Helms et Greg Arbor sont les seuls personnels au sol habilités à communiquer les ordres du chef de vol Milt Heflin à la navette Endeavour. And we have a go for main engine start. 5, 4, 3, 2, 1. And we have liftoff. Liftoff of the Space Shuttle Endeavour on an ambitious mission to service the Hubble Space Telescope. Il faudra 2 jours aux astronautes pour rattraper le télescope qui tourne en orbite à 600 km au-dessus de la Terre à la vitesse de 29 000 km/h. Tandis qu'il quitte l'atmosphère terrestre, les astronautes localisent le télescope endommagé. Il brille comme une étoile. La myopie de Hubble était un vrai problème. Cette mission était très importante. Les gens observaient la NASA et se demandaient « Est-ce que la NASA peut tenir ses engagements ?» Le monde entier voulait que Hubble soit réparé. Endeavour, guidé par le commandant Dick Covey et son pilote Ken Bowersox, se rapproche du télescope. Tally-ho on Hubble there, Houston. Copy that, Covey. We're anxious to hear any words you have to say about what you see. And Houston, it's really big. We can't wait to see the video, Sox. À l'approche du télescope, Claude Nicolier se prépare à s'en saisir avec le bras robotisé. L'accrochage a eu lieu exactement au coucher du soleil. Au moment où je m'approchais avec le bras pour accrocher le télescope, le soleil se couchait et on avait donc une luminosité très changeante. En orbite, le soleil se couche et se lève en à peu près 15 secondes. Et ces changements me compliquaient la tâche. Je ne peux pas dire qu'on n'a qu'une chance, mais on n'a pas trop droit à l'erreur.
Copy that, Cubby, and there are smiles galore down here. It's quite a sight. So I sit here looking back at the overhead at a magnificent telescope drifting over the Atlantic Ocean here. This is fantastic. Hello, Houston. We are inspired. We are ready. Let's go fix this thing. Sounds like a good plan, Endeavour. Good morning. Les astronautes se préparèrent pour la première de 5 sorties. Vérification des casques, relecture du planning de la journée, pose de capteurs pour contrôler leur état physique. Le succès de la mission dépendait de milliers de détails et de l'attention qu'on leur portait. J'aime l'urgence. Je vis dedans depuis des dizaines d'années. Elle me fait vivre et me mène là où je dois être. En franchissant la porte pour la première fois, j'étais très curieux de savoir si nous avions bien évalué les problèmes possibles. Est-ce que les simulateurs sont bons? Est-ce que les maquettes sont fidèles? Est-ce qu'on a eu la bonne approche? Quand il quitte la navette, Jim Hoffman, le partenaire de Musgrave, est accroché au bout du bras articulé. The RSUs have been powered off. They will complete their spin down at 19:26:33. Avant de pouvoir résoudre les problèmes optiques, les astronautes doivent remplacer 3 gyroscopes défectueux nécessaires au pointage précis du télescope. La salle de contrôle suit chaque mouvement. En moins de 2 heures, Musgrave a installé les nouveaux gyroscopes. Le plus difficile reste de sortir du télescope sans rien heurter. Hoffman doit donc le guider vers l'extérieur. À chaque fois qu'un nouvel instrument est installé, la salle de contrôle procède à un test pour s'assurer que les connexions électriques fonctionnent. Endeavour Houston. Go ahead. Not to get you spun up, but we have 6 good gyros on the telescope. Je voulais sortir le premier jour et je voulais que tout marche comme je l'avais prévu. Je ne voulais pas me mettre à tourner comme une toupie une fois dehors. Je ne voulais pas sortir et m'apercevoir soudain que les choses ne marchaient pas comme en bas et que les 5 jours allaient se passer comme ça, avec de mauvaises surprises les unes derrière les autres. Mais une grosse surprise les attendait. Le simple fait de fermer des portes se révéla être un problème du genre de ceux que Musgrave redoutait. Les portes refusaient de se fermer. De précieuses minutes s'écoulaient. La tension montait. La salle de contrôle pensait que le problème était dû à une différence de température entre la porte exposée au soleil et celle qui était dans l'ombre. Ils décidèrent d'attendre un changement de lumière. Mais Musgrave avait une autre idée. Il voulait utiliser une pince à crémaillère qui fermerait les portes en force. La salle de contrôle n'était pas très chaude. C'est un appareil puissant avec une grosse sangle et qu'on utilise généralement pour exercer des forces importantes. Et voilà que Story veut l'utiliser pour les portes. Il fallait s'attendre à quelques résistances. J'ai dû argumenter et expliquer que je ne voulais qu'une force de 2 kilos, mais que même comme ça, ce serait bien plus sûr que ce que je pouvais faire en secouant les portes.
Avec un peu de persuasion, on a eu l'autorisation. Avec une sangle sur chaque poignée, ils fermèrent les portes. I got it. The bottom is engaged. All right. Yes. And the top is engaged. All right. Good work, guys. Une fois le problème des portes résolu, un autre apparut. Les anciens panneaux solaires devaient être roulés et servir de secours au cas où les nouveaux ne fonctionneraient pas. Seconds to motion. Le premier panneau fonctionna comme prévu. Mais tandis que le second s'enroulait sur le cadre, il se coinça. Les astronautes devaient attendre la décision de la salle de contrôle. On aurait sans doute pu forcer et le redescendre, mais si arrivé à l'endroit tordu, la pièce de métal qui tenait le panneau solaire avait cassé, il aurait pu se détendre brusquement et toucher le télescope ou un astronaute. Les panneaux solaires sont faits de tout petits morceaux de silicone aux bords très aiguisés qui auraient pu se détacher et flotter tout autour. Et pour l'atterrissage, rien ne doit se balader dans la navette. Le plus sûr était de s'en débarrasser. Le lendemain matin, la salle de contrôle avait pris la décision de larguer le panneau endommagé. Cathy Thornton et Tom Akers se préparèrent pour leur première sortie de la mission. Ce n'était pas notre première sortie dans l'espace. Il n'y avait pas cette angoisse qu'on a la première fois quand on se dit « Est-ce que je peux le faire ?» Dans le SAS, je me répétais « C'est comme dans la piscine, exactement comme dans la piscine. » J'essayais de me convaincre que rien n'allait clocher. La première tâche que Cathy devait accomplir était dangereuse. Accrochée au bout du bras, elle attendait de pouvoir larguer le panneau solaire. À la lumière du soleil, les panneaux sont trop chauds pour qu'on puisse les tenir. L'opération aurait donc lieu de nuit. Jettison time is sunrise, so you're going to be hanging on to it all through the night. La salle de contrôle voulait être sûre que le pilote aurait assez de lumière pour éloigner sans risque la navette du panneau largué. Puisqu'en orbite, le jour et la nuit se succèdent toutes les 45 minutes, Cathy allait devoir rester immobile dans l'obscurité en attendant que la lumière réapparaisse. On pourrait croire qu'être dans le scaphandre pendant 7 ou 8 heures est très pénible. Mais ça passe tellement vite, on n'a pas le temps d'avoir faim, enfin pas moi. Je buvais un peu d'eau, mais je n'avais pas soif non plus. Je travaillais. On est extrêmement concentré. Quand quelqu'un voulait que je voie quelque chose de spectaculaire sur la Terre, il fallait qu'il me le dise. Je ne regardais pas, je pensais à mes mains et à ce que je devais faire ensuite. Endeavour Houston with a final refinement on the SEP sequence for Covey. Go ahead. Covey, since we want you to use your best judgment, that the pitching array will definitely clear the top of HST. We understand. And when you're happy with the lighting, we concur you've got to go for release. Yeah, I'll start there. Okay, understand we have a go for release. Copy. Okay, KT. You ready? Yeah, I'm ready. Okay, they say you got to go for release. Expect 20 pulses on the RHC. Hey, no hands. And there's going to be 20 pulses on the RHC for a set burn. Okay. Look how stable you left that. Yeah, pretty incredible. Just going on, it looks just like a bird. Tandis que le pilote éloigne doucement la navette, les gaz d'échappement des réacteurs touchent les ailes du panneau solaire.
C'était très beau ce panache qui touchait le panneau. Il a eu un battement, s'est plié en deux, est revenu en place et s'est envolé au-dessus du désert du Moyen-Orient. C'était vraiment très beau. Avant de retourner dans la navette, Cathy et Akers doivent installer les nouveaux panneaux. La NASA espère qu'ils vont fonctionner parfaitement dès qu'ils seront déployés. Pour le moment, le télescope semble être en bon état.